de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Maryvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, Variation sur la beauté, une série documentaire d'Élise Andrieux, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a un éblouissement, une étrange sensation de bien-être et des questions. À quel point est-ce que le beau peut faire du bien ? Pourquoi les jambes se dérobent ? Pourquoi le souffle se coupe ? Pourquoi la respiration s'accélère ? Pourquoi cette courbe, cette fleur, cette couleur, cette mélodie, ce paysage, cet édifice ? Mais aussi, comment elle côtoie la laideur et à partir de quand la laideur devient belle ? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit repli secret dans lequel la beauté finit par se cacher. Alors pour commencer, les personnages. Des touristes dont les jambes se dérobent, des visiteurs de musées qui doivent s'asseoir, d'autres qui ne peuvent détacher leurs yeux, la perfection dans un monde imparfait, Stendhal, le souffle coupé, un neurologue et une psychiatre qui regardent tomber ceux qui succombent à la beauté. Ensuite le décor. Rome et Florence comme un vertige, un lac à l'eau étale, le vent et la lumière dans le feuillage, les couleurs de l'automne, de la dopamine et des endorphines, les soupirs, des frissons, le souffle qui manque, des fruits oubliés, la mer au loin, le feu sur lequel on souffle et Cranach en embuscade. Aujourd'hui, 4e épisode, mais qui peut résister à Venise ? Pour moi, le syndrome de Stendhal, c'est plutôt de l'ordre de la fiction. Je n'ai pas les phrases exactes en tête, mais ça donnait quelque chose comme « Je me suis évanoui devant tant de beauté ». Et j'aurais jamais cru qu'un jour on puisse vivre cela. Et je l'ai vécu lors d'un voyage à Venise. Un sentiment d'ivresse, une accumulation de trop de beauté, trop à la fois, et provoque finalement, un peu comme lorsque vous êtes ivre, le besoin de s'asseoir parce qu'il y en a trop. Je crois que c'était en sortant de l'église Di Stefano peut-être. Et j'ai eu le besoin de m'asseoir parce que j'étais épuisé par cette beauté en continu. Je me souviens très bien m'être entendu, peut-être pas dit, mais en tout cas penser très fort à la phrase de Stendhal et avoir compris que c'était possible de ressentir ça 150 ans après. Florence, 22 janvier 1817. Avant-hier, en descendant les Apennins pour arriver à Florence, mon cœur battait avec force. Je me sentais hors d'état de raisonner et me livrais à ma folie comme auprès d'une femme qu'on aime. Enfin, je suis arrivé à Santa Croce. Le sombre religieux de cette église, son toit en simple charpente, sa façade non terminée, tout cela parle vivement à mon âme. Un moine s'est approché de moi. Je l'ai prié de me faire ouvrir la chapelle à l'angle nord-est où sont les fresques du Volterrano. Il m'y conduit et me laisse seul. Là, assis sur le marchepied d'un prie-dieu, la tête renversée et appuyée sur le pupitre pour pouvoir regarder au plafond, les sibylles du Volterrano m'ont donné peut-être le plus vif plaisir que la peinture m'ait jamais fait. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, ce qu'on appelle des nerfs à Berlin. La vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. C'est vrai qu'il y a des facteurs physiques, puisqu'il a marché, il n'a pas trop mangé, il est sensible, mais on appelle ça le syndrome de Stendhal, donc c'est devant la beauté, se sentir au bord du malaise, quoi. C'est pas au bord du malaise, submergé par tant de beauté.
Je m'appelle Graziella Magherini et je suis psychiatre à l'hôpital Santa Maria Nuova de Florence. Depuis de nombreuses années, notre attention avait été attirée par un phénomène particulier. L'arrivée aux urgences de touristes étrangers victimes d'un malaise psychique soudain qui nécessitait parfois leur admission dans le service psychiatrique de notre établissement. Il s'agit de crises qui surgissent à l'improviste, de brève ou très brève durée, à caractère bénin, étroitement liées à cet événement qu'est le voyage touristique dans une ville d'art. Florence, en l'occurrence. Le syndrome de Stendhal. Nous avons forgé l'expression « syndrome de Stendhal » à partir des émotions décrites dans Rome, Naples et Florence, œuvre écrite en 1817, dans laquelle l'écrivain s'attache à la fois à l'intérêt culturel du voyage et à la gamme étendue des réactions psychiques qu'il suscite. Le service psychiatrique de Santa Maria Nuova est en quelque sorte le berceau des expériences qui sont au cœur de ce syndrome que j'ai vécu et partagé avec mes collaborateurs. Eh bien, ce serait intéressant de demander dès ce soir aux personnes que je vais rencontrer si eux aussi ont un jour vécu ça à leur manière, ou j'espère que oui, une fois dans leur vie, un trop plein de beauté, un sentiment de trop de beau. Donc oui, ça m'est arrivé, je dirais 2 fois. En tout cas, là, ce qui me vient, c'est 2 fois. Je vais parler de la première fois qui me vient là. J'étais au Canada et j'étais enceinte, mais très peu, ça ne se voyait pas. Mais donc j'étais peut-être particulièrement sensible. Et on était partis en promenade en voiture dans la région de Montréal. Et j'ai le souvenir qu'on voulait voir les lacs, mais c'était pas une région de lacs, c'était plutôt la campagne. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on marchait sur un chemin, on a tourné. Et tout d'un coup, on a découvert un lac, mais un petit lac, avec des maisons autour. Il y avait des maisons autour, des terrains comme des jardins. J'essayais de me souvenir parce que c'est assez vieux. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que en arrivant devant ce lac, on était 3. Et il y a eu un grand silence commun devant l'inattendu. Parce que vraiment, on a tourné derrière un buisson. On a pris un petit chemin et tout d'un coup, on était là comme des intrus. Avec ces jardins si calmes. C'était l'après-midi. Il n'y avait personne, mais vraiment personne. Et le lac était absolument plat, lisse. Et j'essaye de me souvenir surtout du fait que l'eau ne bougeait pas. C'était l'automne, donc il y avait des couleurs magnifiques. Il y avait des feuilles rouges, jaunes. Mais ce qui m'a plu et ce que je qualifierais de beauté, c'est en fait l'adhésion avec les autres. C'est-à-dire que c'était un moment de beauté commun, sans qu'on ait besoin de le dire. Pour moi, c'est comme si le temps s'était arrêté. D'un coup, j'étais là où je devais être. Je me sentais vivante. C'est très court. En fait, voilà. Je pense que ça a dû durer 2 secondes, mais dans mon cœur, ça a dû durer beaucoup plus longtemps. C'est un moment où ce que j'ai capté, ce que j'ai absorbé a duré très longtemps en moi et continue de durer, alors qu'en fait, c'est peut-être 2 secondes. Ou 3 secondes, peut-être 2 minutes. Je ne pourrais pas donner. Je n'ai pas, en fait, l'idée du temps, je ne sais pas. Le fait qu'il n'y ait pas de mouvement sur l'eau, même pas un petit clapotis, peut-être que le fait que le temps était arrêté, c'était de ne plus penser, tout simplement, d'être comme absorbé dans la vue.
que je voyais et de ne plus être encombrée de moi-même. Peut-être que c'était ça. Et peut-être que si j'aime bien y penser, et que j'appellerais ça comme un moment de beauté intense, c'est parce que je sais que dans ce moment-là, j'étais à la fois totalement moi-même, avec moi-même, et non envahie du moi-même qui n'est pas intéressant. Et je me souviens que ça a été interrompu très malheureusement par un autre membre de notre groupe qui n'avait pas encore tourné le coin du buisson et qui, qui a dû dire « Eh oh !» Et ça a tout cassé. Ce qui faisait partie de la beauté, c'était le silence. C'était l'arrêt, le silence, et bon, c'était la nature évidemment, c'était très pur, c'était tout lisse. C'était inoubliable. Et j'ai su que si un jour j'étais mal, triste, angoissée, je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Mais je donnerais cher pour y retourner. J'ai même cherché, là j'ai essayé de voir où il pouvait être, parce que je ne me souviens pas du tout. C'est peut-être pour ça que c'est un vrai moment de beauté, c'est que je me dis que je ne le reverrai pas. Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas. C'est un monde perdu. Oui, je sais pas pourquoi ça m'émeut comme ça, c'est absurde. Dans l'expérience esthétique, nous courons à la rencontre de sensations nouvelles, imprévues, spontanées, qui font entrer dans le mouvement de notre sensibilité quotidienne une nouvelle intensité et de nouvelles couleurs. Libérés de l'oppression exténuante du surmoi, des symptômes ou un malaise peuvent apparaître et nécessiter dans certaines circonstances une hospitalisation. Du point de vue des manifestations cliniques du syndrome de Stendhal, il faut prendre en considération deux aspects. L'aspect purement psychique et l'aspect psychosomatique. Quand le malaise concerne principalement le psychique, nous nous trouvons face à des gens présentant des troubles du sens du réel, une perception altérée des sons et des couleurs. Dans d'autres cas, nous avons affaire à des dépressions anxieuses ou à l'inverse, à un état d'euphorie, d'exaltation, à un sentiment de toute puissance, à une absence de lucidité sur soi. En tant que neurologue, alors, il se passe de telles réactions chimiques dans notre cerveau quand on est submergé par la beauté. On est donc inondé de dopamine. La dopamine, donc, c'est le neuromédiateur du désir. Donc, mais en même temps, ça accélère le cœur. Donc, si on est inondé d'adrénaline, on va avoir la tension, la pression artérielle qui monte, le cœur qui s'accélère. Ces endorphines, c'est quand même de la morphine. Donc, ça nous met sur un nuage, mais peut avoir des conséquences qui peuvent être néfastes pour notre corps et bonnes pour notre sensation de béatitude. Donc de toute façon, toutes ces réactions chimiques qui ont lieu dans notre cerveau peuvent nous faire ressentir ce qu'a senti Stendhal, quoi. C'est de l'extase et il y a des explications physiologiques. Lorsque le trouble est psychosomatique, c'est à travers le langage du corps que l'esprit communique. Transpiration, tachycardie, lipothymie ou même douleur et contraction d'estomac. Dans tous les cas, des histoires personnelles complexes sont en cause, liées à la biographie de chacun, à l'histoire infantile, au travestissement de la mémoire, aux fantasmes qui ressurgissent, aux angoisses
et aux défenses qui se manifestent dans ces circonstances spécifiques, rompant les digues d'un moi, incapable de tenir le choc face au surcroît de travail que l'on attend de lui. Je pense parfois à mon lac, je pense parfois aussi à mon petit clavecin. C'est un petit instrument que j'ai vu dans un musée à Bruxelles. Il est très joli. C'est vraiment un petit clavecin où on imagine une petite fille tranquille qui va jouer de la musique. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai eu des frissons. Mais vraiment, j'ai eu corporellement d'abord une réaction que je n'ai pas comprise. Je n'aime pas le clavecin, j'aime pas le son du clavecin. Ce n'est pas un instrument que j'aime. Et là, je suis arrivée et j'ai eu vraiment des frissons, la chair de poule, et je me suis mise à pleurer. Et je dis c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et chaque fois que j'y retourne, c'est ça qui est étrange. J'éprouve un plaisir à voir ce clavecin. Il m'émeut. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai entendu parler du syndrome de Stendhal il y a très longtemps et je crois savoir qu'en effet, il s'agit d'une forme d'illumination qui presque paralyse, sidère littéralement à cause d'une forme de révélation à travers la beauté. C'est une bonne définition. J'ai la sensation que plutôt je n'aurais pas employé le mot à ce moment-là de paralysie. Ça n'irait pas jusque-là, mais je me souviens en tant qu'enfant, en effet, d'un moment vraiment d'éblouissement. Devant un paysage, alors je devais avoir 4 ans peut-être, une toute petite fille, ça j'arrive même pas exactement à situer, mais c'était devant une plage bretonne de mon enfance, immense plage illuminée de soleil avec le sable, c'était marée basse, donc mais la mer venait de se retirer, donc la surface du sable était encore toute scintillante à cause du reflet du soleil sur le sable mouillé. C'est une vision qui m'est restée, ça, quand je pense à ces moments d'enfance, ces souvenirs de... C'était une forme d'éblouissement devant l'évidence de la beauté. Voilà. Et puis de s'y trouver bien, de se trouver à sa place. Et les petits-enfants peuvent ressentir ça, quoi, sans le formuler naturellement, mais tout à coup, ils le savent pas, peut-être, ils pourraient pas le dire, mais ils sont très heureux. Là, il y a un bonheur en face de cette beauté qui est donnée gratuitement, comme ça. On était toute une bande de cousins et on s'apprêtait à se jeter du haut de la falaise, non pas dangereusement, mais sur la dune de sable pour rouler jusqu'en bas de la plage, parce qu'il y avait des grandes pentes, en effet, des dunes. Et donc, c'était sans aucun danger, mais il y avait aussi le plaisir physique d'y aller, d'aller vers la mer aussi, d'aller vers la beauté de ce paysage. Et puis, dans le plaisir d'être dans la bande des cousins, donc une forme vraiment de joie de vivre, quoi, tout simplement. Oui, un jour, à 20 ans, je me souviens, et c'était pourtant dans le cadre d'un concours musical. Peut-être du fait que j'avais 20 ans, que j'étais très jeune, j'avais pas du tout la sensation que mon avenir se jouait dans ce concours. Et je venais de découvrir vraiment, relativement récemment, les sonates de Schubert. J'étais dans l'éblouissement de cette découverte. Et en particulier de la toute dernière sonate de Schubert, sonate en si bémol posthume.
Et je me souviens que je m'étais levée le matin, sachant que j'allais jouer cette œuvre, dans un état d'une forme d'euphorie excitée, comme si j'avais rendez-vous avec un moment d'éblouissement, justement. Il y avait une espèce à la fois de hâte, d'attente, et de bonheur, d'aller vers un autre bonheur. Et de fait, ça s'est poursuivi puisque je me rappelle, étant dans les coulisses, attendant d'entrer en scène et qu'on appelle mon nom, tout simplement. Et je m'étais dit, il faut pas que je cours. Je sentais tellement cette espèce de hâte qui n'était pas de la nervosité. C'était pas de cet ordre-là. C'était vraiment un élan. En tant que musicienne, ça se passe à travers des modulations, quand il y a des changements de tonalité ou certaines harmonies qui arrivent à un moment donné, qui font que on tend vers quelque chose et soit ça se dénoue, et ce qu'on appelle une harmonie qui se résout, soit ça va moduler comme chez Schubert et tout à coup le paysage change complètement et il y a un virage qui se prend qu'on n'a absolument pas vu venir. Et là vous avez aussi par la surprise cette espèce d'électricité qui vient. C'est comme si on vous envoyait un petit courant électrique, oui. C'est le génie aussi, parce qu'à côté de ça, il peut aussi y avoir, par exemple chez Mozart, des phrases d'une simplicité absolue, mais alors qui pourraient presque passer pour pauvres, tellement elles sont simples. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Tout à coup, on a le cœur serré parce que on est touché en profondeur par ce qui se dégage de ça, de cette sensation de perfection, tout à coup, qui a été créée par un être humain imparfait. Là, franchement, il y a, voilà, je peux avoir la gorge qui se noue, comment ça s'appelle, le rythme cardiaque qui s'accélère brutalement, et ouais, c'est vraiment ça. Après, voilà, c'est un moment, voilà. Et de nouveau, le souffle coupé. C'était pulmonaire et cérébral, en fait. C'était vraiment les poumons. Et les yeux, certainement les yeux écarquillés. Oui, non, c'est une explosion. Il y a pas de, je veux dire, il y a rien. Voilà, il y a rien qui soit. C'est que ça, c'est une expiration des. On laisse rien à l'extérieur. On est tout entier. Mais justement, c'est une libération totale, quoi. Il n'y a pas de. À un moment pareil, on n'a rien laissé de soi à l'extérieur. Une expiration des poumons et. Pris dans ce moment-là. Je sais pas, je peux pas dire plus. Non, c'est plus que ça, quoi, en fait. C'est tout ce qu'on attendait, et en plus, c'est ce qui va nous changer nous-mêmes, nous prolonger, et ouais, c'est ce qui va donner un sens, c'est ce qui donne un sens à sa vie, quoi, en fait. Ouais.
Beaucoup de nos patients sont très sensibles à la beauté. Mais une grande partie d'entre eux battent sauvagement en retraite devant elle. Ils se réfugient dans la maladie par impossibilité de tolérer la relation passionnée à un objet esthétique fascinant par ses qualités formelles, mais source de douleur pour son caractère énigmatique et les dilemmes qu'il engendre. Ces patients procèdent à un démontage d'eux-mêmes, comme la jeune Catherine, que l'on a retrouvée évanouie dans les jardins Boboli, retirée en elle-même avec les dessins de Botticelli. C'est le moment du passage. Il peut s'opérer par la transformation de vieux oripeaux de l'individu en une forme régénérée et élargie de lui-même. Mais il peut aussi, à l'inverse, déclencher un breakdown psychopathologique. Donc ça a été décrit par une psychiatre italienne, donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais parfois au lieu d'avoir un malaise, on peut avoir un accès de violence. C'est pour ça que les gardiens des musées à Florence surveillent de près, ils sont formés, parce qu'on peut avoir envie de casser cette beauté qui est devant nous. On a ça dans le livre de Mishima, Le Pavillon d'Or, où c'est un moine qui est très laid, et il va mettre le feu au pavillon d'or parce qu'il trouve qu'il est trop beau, enfin il en a assez, donc il met le feu parce que c'était trop joli, tant de beauté devait être détruite, parce que lui qui est si laid, il paraît encore plus laid dans un décor aussi beau, quoi, c'est pas... Alors, je crois que l'histoire est vraie, hein, il y a bien un moine qui a mis le feu au pavillon d'or à Kyoto, donc c'est quand même le trésor du Japon, quoi, c'est pas... Puis bon, c'est un syndrome de Stendhal inversé, quoi, c'est pas... Il y a des toiles célèbres sur lesquelles on a projeté de la peinture, on a essayé de les débrûler, enfin de les abîmer, quoi, ça s'est vu, donc ça peut être dans les deux sens. Isabelle, une jeune Française, professeure d'éducation artistique, douée elle-même pour les dessins, en visite au musée des Offices avec ses élèves, a été saisie d'une aversion subite pour certains tableaux et d'une impulsion à les lacérer. Cette impulsion, devenue incoercible, l'a épouvantée. La terreur de passer à l'acte a fait tomber Isabelle dans un état d'intense agitation et de dépression phobique. Pour elle, ces tableaux, portraits de personnages célèbres ou autoportraits d'artistes, ont pour caractéristique principale d'être terriblement réels et présents, bien qu'ils proviennent de temps très lointains. Il nous est apparu que la jeune fille souffrait d'une intense angoisse de séparation, rendue plus aiguë par l'idée de la mort, difficilement supportable devant des tableaux aussi réalistes. C'est vraiment de l'ordre de la joie, plutôt, hein, vraiment. C'est-à-dire que c'est jamais fini. Il y a un visage, puis un autre visage, et puis on peut encore accorder de l'intérêt à une autre personne, puis encore une autre personne, au point de la décrire, de la peindre, de la dessiner de manière très précise. Et puis il y en a encore derrière. Et puis cette femme-là est incroyable, et cet homme-là avec son manteau de fourrure, et celle-ci avec son petit regard en coin, et celle-ci. Et ça finit plus, comme si tous les êtres humains croisés avaient de l'intérêt, de l'importance, et donc un peu de beauté en eux, et qu'on pouvait les faire succéder les uns après les autres. Et avec, alors peut-être plutôt un sentiment d'éternité, du coup, voilà. J'arrêtais pas de faire des photos. Je voulais emporter tous ces portraits chez moi, avec moi. Donc ils sont tous incroyables. Où est-ce qu'ils sont ? Je les ai rangés. Tac, tac. Je les ai capturés, je les ai captés, je les ai volés. J'ai tout pris en photo pour les avoir. Celle-ci, elle avec ses petites bouches pincées, ses yeux dans le bac, elle rêve. Lui, il a un visage très dur, il n'est pas très beau, il a l'air fatigué, il n'a pas l'air commode, il est à peine rasé, c'est Cranach. Bon, c'est un portrait de Cranach. Enfin bon. Je me suis promenée 3 heures dans ce musée, j'avais un orteil cassé, j'ai marché, je suis restée debout, je les regardais les uns après les autres, enfin j'avais pas du tout envie de m'arrêter, j'étais pas fatiguée. J'avais envie d'en voir encore. J'en revenais pas que ces gens soient si proches et que ce peintre ait pu nous transmettre ses visages comme ça, de si loin. Et puis dans la qualité du trait qui rend la chair, la peau du visage comme présente et quasi vivante.
j'ai oublié le sucre. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui que je voulais vous montrer. Ça, c'est un fruit. C'est un fruit brésilien. Et j'étais allée faire mes petites courses aujourd'hui et je l'ai retrouvé. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et chez ma grand-mère, il y avait ça. Il y avait un arbre, au milieu de son jardin, il y avait un arbre de carambola. Et quand on le coupe, ça fait des étoiles. C'est une forme d'étoile à 5 pointes. Quand le fruit il est en entier, on voit juste une forme ovale, pointue. Mais dès qu'on le coupe, hop, on a une nouvelle perception de l'objet. On donne une nouvelle forme. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Parce que c'est quelque chose qui n'a l'air de rien. Et une fois qu'il est manipulé et qu'il est ouvert, on découvre une autre dimension. Et ça, c'est tout le... Je pense que c'est tout le travail de chacun au quotidien. De trouver ce qui va embellir son univers. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, avant-hier, je suis allée dans la rue et en me baladant, je suis tombée sur une toile d'araignée qui était givrée. Et ça ressemblait à un collier de perles, des petites gouttelettes de glace tout autour de la toile. Et voilà, c'est des choses accidentelles, c'est le regard qui observe, et c'est le regard qui transforme le réel en fait. Ça donne envie de vivre. C'est comme l'amour, quand on est amoureux. C'est des petits instants de tomber amoureux du réel. La beauté d'une fleur, la tige dans un vase transparent, la distorsion du réel par la lumière, l'eau et ses reflets, les taches de lumière sur le mur. Je t'avoue que là, il n'y a rien qui me vient. Je suis désolée, il n'y a vraiment rien qui me vient à l'esprit. Ah oui, j'ai pensé aussi à la petite boîte avec les deux visages. Peut-être la montagne dessinés. En descendant, en faisant du ski. Je sais pas, la vue comme ça, de la montagne. Voir les plantes pousser. Le vide, et à la fois la beauté de la neige. Et... blanc, vert, bleu par le ciel. Un trop plein de beauté. J'ai un souvenir comme ça de... skier, glisser, se sentir libre en descendant entre les arbres. D'une sensation... presque comme si je volais en fait. Que j'ai rarement ressentie aussi forte. Comme si la gravité n'était plus la même que quand on marche sur Terre. Et j'ai encore la sensation de la fraîcheur, de la sensation du vent sur le visage et dans les yeux. C'est juste une espèce de...
Voilà, ça va prendre. Normalement. Le papier va s'éclairer. « 映画を撮り始めた頃、私は何か仕事をしながらこの創作という時間に身を置くのは困難であると判断し、一切のお給料をいただく仕事を辞め、その創作の世界に24時間365日身を置こうと覚悟した。それまで働いて貯めたお金でなんとか1年間は暮らせる予定だった。そもそもそんな覚悟をした理由はある。奈良の自然に囲まれた環境で生活をしていた。J'avais toujours vécu à Nara, entouré par la nature, mais ma vie a radicalement changé quand j'ai commencé à travailler à Osaka, la grande ville voisine. La valeur de l'argent que je gagnais dans un building du matin au soir, sans voir les saisons, ne pouvait être comparée à la splendeur de la lune qui m'a accueilli un soir où je rentrais à Nara, découpée sur le ciel bleu foncé à l'instant éphémère qui précède la nuit. Cette lune a pris une valeur immense et m'a bouleversée. Je me suis dit, finirai-je ma vie sans rencontrer de tels moments de beauté? Si je continue ainsi, je vais vivre dans un monde d'obscurité où le désir matériel et l'argent pour le satisfaire seront mes seules obsessions, sans jouir de toutes les beautés que ce monde nous offre. J'en suis arrivé à la conclusion que ce serait un immense gâchis. Alors j'ai démissionné et je suis revenu vivre à Nara pour me consacrer à la création. Mais je ne savais pas par quoi commencer. Rien ne se passait. Je me promenais toute la journée dans la forêt voisine et je sentais le vent et les rayons du soleil me caresser dans l'enceinte d'un sanctuaire shinto. Un jour, au cours de ma promenade dans la forêt, je me suis sentie si bien que je suis allée plus loin que d'habitude et me suis assise au milieu des arbres. J'ai levé les yeux pour regarder les scintillements du soleil entre les feuilles. Puis j'ai senti une petite brise et j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous venus m'accueillir, qu'ils étaient contents que je sois là. J'ai éprouvé cette sensation de tout mon corps et les larmes ont coulé toutes seules. Je me suis dit, oui, je suis vivante. Quelle joie! Des petites choses, mais quel moment de grâce! Ah, 私は生きている。その歓喜、そのことだけでなんて美しいのだろう。Et comme cette forêt majestueuse, de m'apprendre tout cela. Je veux exprimer cette sensation. Je veux la faire exister dans l'univers du cinéma.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cet amour qui passait par le regard de la mère à l'enfant. C'était une vibration, en effet, certainement qui s'est étendue à moi. Ou alors j'étais capable de la percevoir alors qu'elle existait tous les jours. Je ne sais pas. Juste en regardant une mère regarder sa fille. J'ai vu l'amour traverser le regard d'une mère. J'ai vu l'amour se déposer sur son enfant. C'est ce regard-là. J'ai saisi ça. Et ce geste banal d'une mère qui nourrit son enfant, qui tient son enfant dans les bras, mais qui le regarde d'une façon mais ça m'a transcendée. Ça m'a émue aux larmes, ça m'a transcendée. Et c'était nouveau. J'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais ça. Vous lui avez dit ? Non, j'ai jamais dit. Mais j'y pense toujours quand je la vois. Loumire, de passage à Florence, a visité beaucoup d'endroits et a accumulé beaucoup de souvenirs. L'esprit et le cœur prompts à tout enregistrer. À San Miniato al Monte, dit-il, ça a été une surprise totale, une chose incroyable, une sensation d'absolu face à laquelle s'est produite une sorte de désagrégation, une éclipse. Je sentis le temps se dilater. Cette sensation a duré un certain temps, mais je ne peux pas dire combien. Tout aurait pu aussi bien se passer en un seul instant. À un certain moment, je sentis en quelque sorte le temps attirer vers moi, qui m'attirait, moi, vers moi. Le temps qui m'attirait tout entier vers mon présent, comme une secousse électrique. Lorsque je me suis à nouveau retrouvée normalement dans le temps, j'ai ressenti une profonde fatigue, un état de profonde prostration. En redescendant les marches de l'église, Loumire s'est écroulé sur le sol. Il a senti ses membres s'amollir comme des chiffons. La personne qui l'a secouru a pensé qu'il était en train de mourir. Loumire est arrivé à l'hôpital en ambulance. Nous l'avons gardé quelques heures dans notre service et après un long entretien, nous l'avons laissé sortir. Il a reconnu qu'il était allé au-delà de ses possibilités d'absorption, parce qu'il voulait ne rien manquer. Juste le passage, bon, c'est bien, ce passage, je crois qu'il y a à peu près l'intégralité. Déjà, il faut que je le retrouve. Attends, je crois que c'est 50. Voilà, c'est ça. Alors, je vais peut-être pas lire le texte d'un coup. Quand je l'ai lu au départ, j'ai pas pu le lire d'un seul coup. Hein. Je me suis arrêté parce que voilà quoi. On est un peu abasourdi. Voilà. Les premiers mots sont trop forts quoi. Déjà c'est d'une beauté. Voilà. Alors voilà, le texte il commence comme ça. Je ne regarde plus dans les yeux de la femme que je tiens dans mes bras, mais je les traverse à la nage, tête, bras et jambes en entier. Là déjà, je pense que la première fois où je l'ai lu, je me suis déjà arrêté là. J'ai senti mon pouls qui devait s'accélérer brutalement. Et puis j'ai dû relire ce petit passage au moins une dizaine de fois quoi, pour voilà, parce que c'était superbe. Voilà. Ouais. Bon alors, on va reprendre. Tête, bras et jambes. Je vais traverser la nage, tête, bras et jambes. Et je vois que derrière les orbites de ses yeux
c'est un monde inexploré. Voilà, déjà là. L'œil libéré du soi, tout ça, voilà, ne révèle ni n'illumine plus. Voilà, ça c'est magnifique. Il court le long de la ligne d'horizon. Voyageur éternel et privé d'information. Il court le long de la ligne d'horizon. Voilà, je trouve ça... C'est beau, quoi. Voilà, c'est une alternance entre les passages plus philosophiques, voilà, et puis tout à coup, le mouvement, quoi. On s'en fout. C'est libéré de toute pensée. C'est juste l'idée du mouvement, quoi. Aucune pensée à l'intérieur de soi, juste une libération, mais sans but, sans... Ouais, une explosion de joie, une explosion de bonheur, quoi, en fait. Après, c'est pareil. La chose qui dit, j'ai brisé le mur qui crée la naissance. Alors ça, c'est pareil, il faut s'arrêter. Parce que je trouve que j'ai brisé, c'est une magnifique image. C'est comme si j'avais dépassé la mort. Comme si, c'est comme si mon amour pour toi m'a rendu libre, quoi. J'ai plus peur de mourir. On n'est pas dans des petites intentions quotidiennes, on est vraiment dans un moment hors du temps et une sorte d'état de grâce. Et je crois que voilà, je pense qu'on vit pour vivre ce moment-là et peut-être personnellement après j'ai envie de dire on s'en fout de ce qui va advenir. C'est ce moment-là qui vaut pour tous les moments, quoi. Il court le long de la ligne d'horizon. Il n'y a rien derrière ça, quoi. Il court la ligne de l'horizon et puis voilà. Que chercher de plus, quoi, en fait. Qui respire fort, qui a les pupilles qui se dilatent, la bouche qui devient sèche, le cœur qui s'accélère. Deux syncopes dans l'assistance. Ça peut par moments prendre vraiment dans tout le corps, de la tête aux pieds, mais c'est un moment très furtif. Ouais, une sorte de vibration. Comment dire? Comme un spasme, peut-être. Qui est entre la joie et la douleur, peut-être. Ah oui, mon cœur, ça sort de mon cœur, ça chauffe le cœur, ça chauffe de mon existence. Ça m'a foudroyé et donc j'ai crié. Ça J'ai touche, crié de joie. ça touche, J'ai hurlé. ça j'ai chauffe, hurlé, ça j'ai touche crié, de notre vie. joie, j'étais heureuse. Merveilleux, merveilleux, merveilleux.
C'était le syndrome de Stendhal. Avec Laurent Arjani, Pierre Lemarquis, Delphine Salquin, Anne Kefelec, Christophe Olivier, Renata Rick, Mariko Beltrando Asai, Graciane Finzi, avec le texte de Naomi Kawase traduit par Ryoko Agiwara et Stéphane Lévin, et avec Charlotte, Véronique, Leila, Delphine, Christine et Melville. Avec la voix de Francesca Fossati pour la lecture du livre de Graziella Magherini, Le syndrome de Stendhal, et la voix de Jérôme Sandlars pour la lecture de Rome, Naples et Florence de Stendhal. Avec les extraits des films La forêt de Mogari de Naomi Kawase, Farinelli de Gérard Corbiot, ainsi que du livre de Henri Miller, Tropique du Capricorne. Merci à Tammy Troman, Guy Urani et Alexandra Dupré. Prise de son, Yann Frécy, Benjamin Thuot et Pierre Mine. Mixage, Claude Niort. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffie Mariani. Je me souviens, un jour j'étais dans l'avion pour Fort-de-France, je crois, oui, donc un long voyage. Et puis dans la nuit, la nuit il y a déjà une ambiance particulière dans l'avion, certains dorment, certains lisent. J'ai mis de la musique avec les écouteurs, la musique diffusée par l'avion, et je tombe sur l'Adagio de Barber. Il y avait une espèce d'aurore boréale, une espèce de couleur un tout petit peu rouge, de soleil levant, des couleurs qu'on ne voit pas sur Terre. C'était pas la nuit noire. Cet avion dans le calme, et tout d'un coup, je me suis dit voilà, si ça se termine là, si l'avion tombe en douceur, je préférais que ce soit pas une catastrophe aérienne, la vie peut s'arrêter. Parce que j'ai atteint une espèce de félicité, une beauté de la vie à son extrême, un pic, je peux dire, de beauté de ce que j'ai pu ressentir avec cette musique. C'était pas sans la musique, c'était avec cette musique. Et tout peut s'arrêter. Voilà ce que j'ai pensé, tout peut s'arrêter. C'est un moment, c'est un ressenti, et qui a été, mais dans le sublime. Cette joie calme qui fait que, ça y est, tout est tellement merveilleux que ça peut s'arrêter là. Beau, laid, moyen ou passe-partout, LSD c'est tout pour cette semaine. Pour vous évanouir de beauté, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour l'Italie ou nous réécouter au bord du lac, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, un petit rap de beauté, un lien vers Tenk, la formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines Let's Get Lost, un beau documentaire de Bruce Weber sur Chet Baker. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Et la semaine prochaine, nous irons prendre des nouvelles de la Guyane. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.